On commence évidemment par les mots de l'avocat de la famille des victimes de la voiture qui était en face de celle de Pierre Palmade. Écoutez ce qu'il a dit il y a quelques instants lors d'une conférence de presse. Il y avait, comme vous le savez, 3 passagers dans le véhicule. Celui que je nommerai conducteur, celle que je nommerai qui était enceinte et que je nommerai passagère, et enfin l'enfant à l'arrière du véhicule que je nommerai passager arrière. Je tenais aussi à vous dire, avant de rentrer sur le fond, que nous avons pris acte du communiqué qui a été fait par l'avocate de Pierre Palmade. Nous tenons néanmoins à rappeler de façon ferme et sans aucune équivocité que les seules victimes dans ce dossier, ce sont mes clients. Alors, pour le dire de façon très claire, ils sont insensibles à ces excuses qui ont été formulées aujourd'hui. Les dommages directs et les dommages collatéraux sont sans fin. On parle des 4 passagers, de la passagère, de l'enfant à naître, de l'enfant à l'arrière du véhicule et du conducteur. Mais il ne faut pas oublier les familles, les proches, les frères, les amis. Et donc tout ça crée des dommages collatéraux infinis. Donc ils y sont insensibles, d'autant plus que M. Palmade n'a pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse. Et donc en ce sens, ils seront extrêmement attentifs à la réponse judiciaire qui sera apportée. Voilà pour les mots de l'avocat de la famille des victimes, maître Mourad Batik. Vincent Fernandez, vous êtes avec Jean-Laurent Constantini devant le cabinet de cet avocat. Il a donné des nouvelles de l'état de santé de ces victimes. Oui, il y avait donc 3 personnes dans cette voiture. Tout d'abord, le conducteur âgé de 38 ans et son fils âgé de 6 ans. Le conducteur, lui, est un père de famille. Il a 3 enfants. Lui et son fils de 6 ans sont toujours en réanimation à l'heure où on se parle. Laurence, le conducteur, lui, a subi 5 à 7 opérations en 3 jours seulement. L'enfant de 6 ans, lui, a la mâchoire fracturée et est décrit comme étant défiguré aujourd'hui. Et puis, il y avait la passagère âgée de 27 ans, c'est la belle-sœur du conducteur. Elle était enceinte de 6 mois qui devait arriver à son terme le 14 mai prochain. Elle a dû subir une césarienne en urgence en arrivant à l'hôpital. Malheureusement, le bébé n'a pas survécu. La passagère, elle, a les côtes cassées aujourd'hui, plusieurs côtes cassées, des vertèbres abîmées également, une entorse au cou. Elle est évidemment dévastée, ce sont les mots de son avocat il y a quelques minutes et elle veut également se reconstruire et c'est très important dans l'anonymat aujourd'hui. Merci beaucoup Vincent Fernandez et Jean-Laurent Constantini. Jean-Christophe Couvi, vous êtes policier. Ce sont des drames absolus ce qui se passe. Et là, le récit est effroyable pour ce qui est de ces 3 passagers de cette voiture qui arrivait tranquillement. Les 3 avaient leur ceinture de sécurité et ils ont vu arriver un bolide qui les a absolument fracassés. C'est des scènes comme ça auxquelles vous assistez régulièrement, vous les forces de l'ordre ? Oui. Effectivement, mes collègues, même les pompiers, enfin, je veux dire, on est les premiers secours, les premiers arrivés sur des accidents. Et effectivement, c'est des chocs émotionnels parce qu'on voit bien que des familles sont brisées. On voit bien qu'un moment d'inattention, quelqu'un qui a pris de la drogue, qui boit de l'alcool, enfin, je veux dire, des fois, c'est des mélanges détonnants. Et effectivement, pour une seconde comme ça, c'est toute une vie et des vies brisées. Et oui, ça nous choque. Il y a beaucoup de mes collègues qui ont cette image encore en tête, après, souvent, quand ils rentrent chez eux, parce que souvent, on fait un parallèle avec nos vies, avec des fois des choses même qu'on a vécues nous-mêmes. Et donc, là-dessus, on doit faire abstraction. Mais je pense que cette affaire, surtout, il faut s'en servir, j'allais dire, pour l'avenir. C'est-à-dire que là, ça doit marquer les esprits, mais marquer les esprits de tous les Français. Les affaires Palmade, j'allais dire, ça fait 700 morts par an. C'est énorme, voilà. Donc, il y a 3500 morts environ. Des stupéfiants utilisés. Mais là, c'est que 700 morts par an, uniquement des stupéfiants. 3e cause de mortalité des accidents. Franck Louvrier, maire de La Baule, vous êtes comme nous, on est tous heurtés et terrifiés par cette histoire. Quelles leçons on peut en tirer, effectivement ? D'abord, il faut espérer que certains s'en sortent le mieux possible, même s'il y a déjà eu un décès. C'est vrai que je pense qu'il y a des moments où il faut respecter, bien sûr, la peine de la famille et de tout l'entourage. Ensuite, il y aura le moment judiciaire. Il y aura le moment, bien évidemment, aussi de la réparation. Et peut-être que dans ces périodes-là, il faudra aussi tirer systématiquement des leçons pour les Français sur le ravage de la drogue, le ravage d'attitudes inacceptables et inadmissibles qui amènent à ces horreurs. Et donc, je pense que
cette affaire, elle est médiatisée par le fait qu'un des protagonistes, bien évidemment, est connu et une notoriété nationale. Mais au-delà de ça, peut-être que je pense que la moindre des choses, c'est de respecter ce que souhaitent les familles et ce que dit l'avocat. Dans un monde très médiatisé, est-ce qu'on peut laisser la pression se relâcher sur eux? Et peut-être que les commentateurs parlent justement du ravage de la drogue sur les plus jeunes. On est tous touchés. Moi, dans ma commune, c'est le cas aussi. La drogue circule, l'été notamment. Et donc voilà, mais je pense qu'il y a des moments où c'est vrai que c'est difficile, mais il faut aussi laisser un laps de temps, de distance à l'endroit de ces terribles événements, cette terrible affaire, parce que sinon, on va commenter le commentaire du commentaire et franchement, on ne respectera pas peut-être ce que demandent les familles, c'est surtout qu'on les laisse essayer de se réparer, si c'est réel. Si tant est que ce soit possible. Pierre Palmade, Louis de Ragnel n'a pas encore été interrogé par la police. On ne sait pas encore si son état de santé le permet. Non, on sait qu'il est sorti du service de réanimation. Il doit être admis en service de chirurgie digestive. Et ensuite, effectivement, ce sont les médecins d'abord qui établiront s'il peut être entendu donc, sous le régime de la garde à vue. La garde à vue, elle peut avoir lieu à son lit d'hôpital. Un policier ou un gendarme peut dire voilà, je vous entends sous le régime de la garde à vue. Ça peut aussi avoir lieu en brigade de gendarmerie, dans un commissariat de police, mais ça paraît assez peu probable compte tenu de l'état, enfin de ce qu'on entend en tout cas des opérations qui sont pratiquées sur Pierre Palmade. Mais en tout cas, je pense qu'aussi les policiers et les gendarmes vont avoir envie d'avoir quelqu'un qui est en mesure de parler, parce que par définition, la garde à vue est limitée dans le temps. Et donc, il ne faut surtout pas prendre, entre guillemets, le risque que Pierre Palmade n'ait quasiment rien à dire, parce que tout simplement, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Jérôme Begley, du JDD, une affaire exemplaire, symbolique, dramatique. Si on n'était pas à la radio ou à la télévision, je vous dirais qu'il n'y a pas de mots pour dire ça. Maintenant, s'il devait y avoir une micro-vertu dans ce drame, ce serait de pointer du doigt le fait que pendant très longtemps, trop longtemps, on a considéré que la cocaïne, c'était pas une drogue comme les autres. C'était une drogue un peu festive, que ça créait pas autant de dépendance que d'autres drogues. Vous avez raison. Que comme ça coûtait cher, c'était réservé à une élite, et qu'on n'avait pas besoin d'en prendre autant que... Et donc, il y avait une espèce d'extraterritorialité de la cocaïne par rapport aux autres drogues. On s'aperçoit que tout ça était évidemment des bêtises, que ça fait des ravages aussi importants, voire infiniment grands que d'autres drogues, qu'il faut arrêter de dire que dans certains milieux, pour certaines circonstances, quand on est jeune, quand on est artiste, quand on est confronté à un processus de création, un petit rail de coke, c'était acceptable ou entendable. Non, non et non, 3 fois non. On voit ce que ça peut créer comme vie brisée, comme drame. Et il faut maintenant avoir un traitement absolument exemplaire. Moi, je m'étonne quand quelqu'un conduit sous l'état de substance illicite, les amendes, ça devrait être 10 000 €. On ne doit pas rigoler avec ça. Ça doit être infiniment plus dissuasif que ça l'est aujourd'hui. On va continuer ce débat dans un instant, parce qu'il faut peut-être ajouter à la liste de l'alcool, les stupéfiants, les psychotropes, tous les médicaments qui altèrent, encore une fois, la vigilance au volant et qui font qu'on a des réflexes qui sont amoindris quand il faut freiner en urgence. On va rejoindre Jeanne Cancard et Charles Pousseau. Bonsoir, vous êtes devant l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où se trouve hospitalisé Pierre Palmade. Sa sœur s'est exprimée dans l'après-midi, Jeanne. Qu'a-t-elle dit exactement, la sœur de Pierre Palmade ? Oui, Laurence, pour la première fois cet après-midi, un proche de l'humoriste, en l'occurrence sa sœur, s'est exprimé. Pierre demande pardon aux victimes, a-t-elle déclaré. Hélène Palmade, qui a donc pu venir voir son frère ici à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, le comédien dont l'état de santé n'est plus jugé inquiétant et qui a quitté cet après-midi le service de réanimation pour être transféré dans un autre service. Selon sa sœur, Pierre Palmade se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé, même si d'après nos informations, le comédien ne se souvient pas du moment de l'accident. Il est catastrophé, il a honte. L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste, assure-t-elle. Hélène Palmade ajoute aussi que son frère assumera toutes les conséquences de ses actes avec, je cite, la conscience terrible que cela ne pourra jamais réparer ce qu'il a fait. Il faut aussi ajouter qu'après la publication de ce communiqué de sa sœur, l'avocat de la famille des victimes qui se trouvait dans l'autre voiture a déclaré: les seules victimes de cette affaire sont mes clients. Jeanne, quand est-ce que Pierre Palmade peut être entendu par les enquêteurs ?
Eh bien, cela dépendra du feu vert des médecins. Pour l'instant, il est compliqué de dire exactement quand cet accord pourra être donné, mais cette future audition, eh bien, elle pourrait bien avoir lieu ici, à l'hôpital. Les policiers auront alors deux options. Soit ils entendront Pierre Palmade sous le régime de la garde à vue, soit en audition libre, un moment crucial pour l'enquête qui va permettre certainement aux enquêteurs eh bien, de déterminer un petit peu plus précisément les circonstances de l'accident qui reste aujourd'hui encore très flou. Au terme de son audition, Pierre Palmade pourrait ensuite être présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Et là aussi, deux options seront possibles. Soit Pierre Palmade pourra être placé en détention provisoire, soit eh bien, il pourra être laissé libre sous contrôle judiciaire et avec une obligation de soins. Merci beaucoup Jeanne Cancard et Charles Pousseau devant l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Jean-Christophe Couvi, le placement en détention est envisageable donc dans le cas de Pierre Palmade. Alors, je ne suis pas magistrat, mais si effectivement il est placé en détention, je pense que ça serait surtout aussi pour sa protection, parce qu'il peut y avoir des actes de vengeance, voilà. Et puis peut-être aussi pour marquer le coup. Voilà. Après, il faut que tout ça, effectivement, soit compatible avec une mise en détention par rapport à sa santé, etc. Donc ça, encore une fois, c'est le magistrat qui décidera, le juge de la liberté de la détention. Il va y avoir tout un va-et-vient des navettes entre les avocats et la magistrature pour essayer de faire des négociations. Voilà. Jérôme Begley, l'avocat de la famille des victimes, disait « On espère que la notoriété de M. Palmade ne va pas entraver le cours de la justice ». Là, en l'occurrence, elle risque même d'aggraver son cas, cette notoriété. Dans un monde idéal, il faudrait que ça n'aggrave ni n'entrave. Voilà, qu'il soit jugé comme si tout à chacun qui nous regarde, nous écoute, avait commis les mêmes faits, les mêmes délits, les mêmes crimes. Bon. On sait très bien qu'il y a toujours un certain nombre de frottements. Bon. Je ne peux pas imaginer que sa notoriété lui serve de paravent et lui permette d'avoir un quantum de peine inférieur. Je pense que ça va plutôt effectivement aggraver. Mais à partir de quoi, à partir d'où, c'est très difficile à estimer. Et objectivement, je vais vous dire, le fond de ma pensée, c'est que quand on est connu, on a aussi un devoir d'exemplarité. Donc ça ne me choquerait pas outre mesure que il ne soit pas traité de la même façon que monsieur ou madame Dupont. Franck Louvrier, maire de La Baule, les Français ne comprendraient pas qu'il y ait un traitement de faveur pour le coup. Hein. Vous avez totalement raison. Quand on est connu, on a un devoir de responsabilité, qu'on soit élu, qu'on soit responsable d'une entreprise, qu'on soit dans toute la société civile, bien sûr acteurs et autres artistes. À partir du moment où vous avez une notoriété, vous avez une chance d'avoir une notoriété, parce que ceux qui en ont une en général souhaitent l'avoir. Vous avez aussi à assumer cette notoriété dans ses bons côtés, mais dans ses mauvais côtés. Et du même coup, vous devez être exemplaire. Ça fait partie, je dirais, de la vie. Hein. Alors, si vous voulez pas de notoriété, vous restez chez vous. Et puis, vous faites un autre métier que celui d'être acteur ou de celui d'être homme politique, femme politique, ce que vous voulez. Mais je pense que c'est pas, malheureusement, c'est un élément de circonstance aggravante dans ce cas-là, parce que à partir du moment où vous êtes connu, vous êtes exemplaire. On va écouter un autre extrait de l'avocat de ces familles de victimes qui explique ce qui s'est passé pour la jeune mère de famille qui était à l'avant de la voiture. La passagère a un souvenir en 3 étapes. Un souvenir traumatique, évidemment, en 3 étapes. Elle se souvient d'abord des phares éblouissants arrivant de pleine face. Elle se souvient ensuite du coup de volant donné par le conducteur pour tenter d'éviter le véhicule qui leur fonçait dedans. Et elle se souvient ensuite être sortie de la voiture, avoir tenté d'aller instinctivement à l'arrière pour sauver le passager arrière, mais s'être effondrée, n'ayant plus de force, s'être effondrée en pensant instinctivement à son bébé qu'elle avait dans son ventre à ce moment-là. Voilà, pour maître Mourad Batik, l'avocat des familles de victimes, Jean-Christophe Couvi, c'est un scénario abominable qui est décrit là. Oui, un film d'horreur. Film d'horreur, parce que, encore une fois, sur une fraction de seconde, votre vie bascule, la vie de tous vos êtres chers bascule, toute votre famille bascule. Et nous, voilà, force de l'ordre, on est confronté à ça, à ce regard aussi des gens quand on arrive sur place. Et on sait le drame que ça va être, des familles en souffrance, des pleurs,
parce qu'en fait, on a aussi ça. Nous, il faut après qu'on aille prévenir la famille, prévenir souvent les maris, les femmes, que effectivement, il y a quelqu'un qui est décédé. Et je peux vous dire, c'est pas un moment très marrant. Faut prendre son courage à deux mains pour aller affronter ce regard et voir des gens qui s'écroulent. Et on n'est pas forcément formé à ça. Donc, on prend toute notre humanité pour essayer justement d'expliquer avec nos mots comme on peut ce qui se passe. Mais ce que je relate là, c'est qu'effectivement, c'est une personne qui avait déjà été sanctionnée. Et en fait, comme on dit souvent, au lieu Pierre d'apprendre... Palmade. Pierre Palmade, oui. Ouais. Au lieu d'apprendre de nos erreurs, en fait, on ne fait que les nier tout le temps. Et c'est ça qui est terrible. Et normalement, on devrait changer. Et en fait, on ne change pas. On passe notre temps à nier ses erreurs et à rester dans cet état. Alors, et c'est ça qui est terrible. on va rejoindre Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette enquête. Et puis la question aussi que j'ai envie de vous poser, c'est que risque exactement Pierre Palmade ? Oui, les zones d'ombre principales, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette voiture dans les minutes qui ont précédé ce moment où Pierre Palmade a déboîté sur la gauche pour aller percuter la voiture qui venait en face. Est-ce qu'il a été distrait ? Est-ce que les passagers qui étaient à bord du véhicule ont quelque chose à voir avec cette embardée de la voiture ? S'est-il assoupi ? Est-ce que c'est la prise de cocaïne qui a altéré sa vigilance ? Est-ce qu'il y a eu un problème mécanique ? Tout ça reste en suspens. Lui pourra peut-être apporter des réponses si jamais il venait à se souvenir de l'accident. Pour l'instant, selon ses proches, il ne se souvient pas de ce moment-là. Les deux autres individus, bien sûr, quand ils seront rattrapés par les forces de l'ordre, pourront peut-être éclairer ce qui s'est passé dans cet habitacle et ce qui s'est passé avant qu'ils ne prennent tous les trois cette voiture. Sur ce que risque Pierre Palmade, s'il est démontré que c'est lui qui, en conscience, et donc a effectué cette embardée sur la gauche et qu'il est responsable de cet accident, il risque, en fonction de la qualification, de 7 à 10 ans de prison au maximum, soit que l'homicide involontaire soit retenu ou qu'il ne soit pas retenu. Merci beaucoup Sandra Buisson pour ces précisions. Louis de Ragnel, c'est une enquête compliquée qui s'annonce. Ou pas, pour les enquêteurs, en sachant qu'il y a 2 enquêtes en plus. Alors, pour l'enquête des policiers concernant l'accident de la route, c'est une enquête pour un accident de la route, alors qu'il y a un retentissement médiatique très fort, mais ça reste, pour les policiers en tout cas, voilà, de l'accidentologie. Donc, essayer d'établir la vitesse, la trajectoire de la voiture, tous les paramètres techniques qui ont conduit à cet accident horrible. Et ensuite, il y a une deuxième enquête qui, à mon avis, est peut-être la plus intéressante pour comprendre comment vivait Pierre Palmade en dépit de toutes ces déclarations, de sa volonté de faire des cures, de s'en sortir, de désintoxication. Et cette enquête permettra d'établir aussi toute sa constellation, son environnement, auprès de qui il se fournissait. Est-ce que ce sont des personnes aussi qui sont impliquées dans d'autres affaires ? Et j'en profite, je rebondis sur une information que publie le Figaro.fr là tout à l'heure et qui explique que Pierre Palmade est cité dans une affaire de chemsex, une affaire qui a été instruite il y a seulement 8 jours avant l'accident, pardon. Et en fait, donc, il s'est rendu au commissariat de police, il a été entendu parce que au cours de cette enquête policière, il dit avoir confié sa carte bleue à une personne qui s'en est servie pour acheter des jeux sexuels et des produits stupéfiants. D'accord. Et à la fin, il a été libéré, il a été relâché et il n'a pas été poursuivi. C'était 8 jours avant l'accident. 8 jours avant l'accident. Donc absolument. on va vérifier, on va confirmer tout cela. Mais voilà, c'est ce que publie le Figaro en tout cas ce soir. Jérôme Béglé, le dossier s'alourdit de plus en plus. Je crains que l'on découvre le lourd passé et je dirais la consommation quasi continue, régulière, répétée de M. Palmade, et surtout le fait que ces déclarations en disant allez, je caricature un peu, demain j'arrête, n'aient été que pur habillage et pure comédie. Jean-Christophe Couvi, est-ce qu'on punit assez sévèrement les gens qui provoquent ce type d'accident après avoir pris des stupéfiants ? Alors, on punit, mais surtout derrière, ce qu'il faudrait soigner. Non, mais on punit suffisamment ou pas ? On punit suffisamment. C'est la justice, c'est la justice qui tranche et qui décide effectivement de la hauteur de la punition en fonction, justement, si c'est la première fois que ça arrive, si c'est plusieurs fois, si on est récidiviste, etc. Oui, mais la punition, en fait, si vous voulez, regardez, cet homme, cet individu a déjà été puni quelque part. Mais est-ce qu'il en a tiré une leçon ? Faut croire que non. Et donc encore derrière, il y a aussi l'injonction de soins. Parce que c'est vrai que des toxicomanes, c'est aussi, pour les médecins, c'est aussi des malades. Donc il faut les sortir de là. On voit bien d'ailleurs avec le crack, par exemple, quand ils sont condamnés à des injonctions de soins, mais derrière, il n'y a pas de suivi. Et nous, tout ce qu'on demande aussi, c'est qu'on donne les moyens à la justice d'avoir ces suivis.
Parce que quand vous avez une injonction, qui vous prouve que la personne est bien guérie? Est-ce que la personne, elle est passée devant un médecin pour reprendre le volant? Tout ça, c'est non. Et tout ça, en fait, il n'y a pas ce suivi-là, parce qu'encore une fois, il y a un manque de moyens et manque de volonté de donner des moyens, justement, à la justice. Et puis vous avez quand même les stupéfiants qui sont absolument partout. Non, mais c'est pas que le cannabis, la drogue dure se trouve à chaque coin de rue. Ça s'est démocratisé dans le mauvais sens du terme. Et aussi, ce qui est vrai, c'est que pendant des années, l'appareil policier, les gendarmes, c'était surtout la police, s'intéressaient aux gros deals, à ceux qui font venir les produits stupéfiants en France, et un peu moins aux consommateurs. Et on voit qu'il y a quand même une tendance, même si c'est très compliqué, parce qu'on demande à la police de tout faire, mais une tendance qui vise à quand même beaucoup plus pénaliser, beaucoup plus condamner les consommateurs. Un dernier mot, Franck Louvrier. Non, mais la drogue, c'est sans doute la destruction de notre société. Il ne faut pas se leurrer. Quelle que soit la classe sociale, quel que soit l'environnement social dans lequel vous êtes, on voit des terribles images en ce moment qui circulent sur les réseaux sociaux de gens pris par le crack, notamment aux États-Unis, à Philadelphie, qui sont terribles. On voit la destruction, et à Paris bien évidemment aussi, mais on voit il y a des quartiers entiers où des gens se retrouvent dans des situations physiques incroyables. Et exactement, c'est des zombies. Et le fait est, c'est que on le voit bien, ce n'est plus réservé à une partie de la population. Ça a pénétré l'ensemble. C'est pour ça que la lutte contre la drogue est vraiment une priorité et doit être une priorité. Et quelle que soit l'importance des conséquences de cette drogue, c'est-à-dire que ce soit du crack, que ce soit du hashish, que ce soit de la coke. Moi, je vois, sur un secteur comme le mien, c'est à peu près 90 € le gramme qui est vendu l'été. 90 € le gramme. Il y a énormément de clients. Parce qu'on vient justement chercher. Mais c'est terrible. Du même coup, ça veut dire que ça touche tout le monde, ça touche toutes les populations. Bon.